Il y a 3,5 à 3,8 milliards d'années, suite à la synthèse prébiotique de molécules complexes formées à partir de molécules simples, ainsi qu'à l'énergie fournie par les éclairs et la chaleur volcanique, la première forme de vie primitive est apparue sous forme bactérienne dans les océans. Mais c'est beaucoup plus tard, en 1830, que Schwann et Schleiden ont établi la théorie cellulaire. La cellule est à présent l'unité d'organisation structurale de tous les systèmes vivants. Mais si on vous dit qu'il existe un être unicellulaire capable de sortir d'un labyrinthe, une cellule capable de planifier des réseaux plus efficaces que ceux planifiés par l'homme, une cellule qui aurait des personnalités et qui serait immortelle, une cellule qui pourrait faire plusieurs mètres carrés et engouffrer d'énormes champignons, une cellule qui pourrait apprendre et anticiper les événements. Eh bien, cet être aussi fascinant que surprenant n'est autre que le blob, ou Physarum polycephalum. Mais que représente le blob? De quoi est-il constitué? Et finalement, en quoi est-il si important? Le blob est un être primitif, présent sur Terre depuis plus d'1 milliard d'années. Ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, mais il emprunte des caractéristiques à ces trois familles du vivant. C'est aussi l'un des rares êtres unicellulaires visibles à l'œil nu. Le blob n'est pas hydrophobe et ne craint pas le feu. Si on le coupe en deux, on obtient deux êtres distincts et sa taille peut atteindre jusqu'à 10 mètres carrés. Ceci est assez incroyable. Quand on sait que nos cellules ne mesurent que 0,001 mm de diamètre. Le nom scientifique du blob est le Physarum polycephalum qui vient de son aspect à petite tête ou pseudopode quand il se déplace. Par définition, les prokaryotes sont des organismes dépourvus de membranes nucléaires. Le blob a lui été placé dans le groupe des protistes, faisant partie des eucaryotes unicellulaires. Cet organisme comporte des millions de noyaux à l'intérieur d'un plasmodium qui correspond à sa principale phase de maturation cellulaire. Ce plasmodium est lui-même constitué d'un réseau de veines protoplasmiques, substance qui constitue l'essentiel du vivant, et qui assure la distribution des nutriments. Le déplacement de la cellule se fait quant à lui suivant un gradient de pression. En effet, le débit de protoplasme va être plus élevé dans la direction de déplacement choisie. En parallèle, à l'intérieur des plasmodes, la force motrice est générée par un modèle de contraction et de relâchement des couches membraneuses constituées d'actines. Pour se nourrir, le blob effectue la phagocytose ou l'endocytose qui convient mieux dans ce cas. En effet, il va se lier à la nourriture par ses pseudopodes et des cols utilisant des glucoses dans un modèle similaire au glycocalyx. Il y a alors une fusion de la paroi de la proie avec la membrane du blob qui va diriger cette proie grâce à des enzymes. Au cours de l'histoire, le coacerva fut le premier milieu fermé. Ainsi, l'ARN, venu avant l'ADN, du fait de sa simplicité, était protégé des attaques environnementales. Dans le cas du blob, il y a une double protection de la membrane. En effet, dans les conditions externes, celle-ci se contracte autour de son système veineux et forme un sclérote. Cet organe de conservation peut s'étendre jusqu'à 2 ans. Formée de tissus très renforcés, elle permet au blob de retourner en état jeune quand les conditions redeviennent normales. Ce processus peut être répété à l'infini et donc, avec des conditions de température et de nourriture parfaites, le blob est immortel. Comme toute autre cellule, le blob passe par un cycle cellulaire. Il va donc effectuer la mitose. Mais, dans son cas, seuls les noyaux vont se diviser et l'on aura une seule cellule unique avec une multitude de noyaux. Quand les réserves alimentaires sont épuisées, le plasmode entre en phase de reproduction pour former des sporocystes. La méiose se produit au sein de ces structures et des spores se forment. Lorsque les conditions environnementales sont favorables à la croissance, ces spores germent et libèrent des cellules flagellées, mobiles grâce au même système que la bactérie. Les cellules fusionnent ensuite pour former un nouveau plasmode. Celle-ci n'a lieu que si les physaromes sont de types sexuels différents, ce qui a de grandes chances de se produire. À titre d'exemple, les chromosomes XX ou XY déterminent notre sexe. Chez le blob, c'est une suite de 5 gènes qui va le faire. On obtient donc 720 types sexuels différents. L'information biologique contenue dans les gènes va donc spécifier la structure des protéines.
comme c'est le cas pour la glycoprotéine ABO du groupe sanguin par exemple. D'un autre côté, si cet organisme fait preuve d'une attention si particulière, c'est parce qu'il s'agit d'un être très intelligent. Le blob anticipe et a une notion du temps, ainsi qu'une mémoire externe. C'est aussi un génie de la nutrition, puisqu'il se dirige vers la nourriture qui maximise le plus sa croissance. Il peut s'habituer aux substances qu'il n'aime pas, comme le sel, tout en se déplaçant et se développant de façon optimale. Il réussit aussi à transmettre des informations en fusionnant avec ses pairs. On pense que ceci est possible grâce à la saturation d'un organisme, de la matière en question, et par son partage au deuxième organisme. Il s'agit donc ici d'un mode de transmission différent de celui du pilus sexuel. Le blob est aussi un être très intéressant, puisqu'en comprenant son fonctionnement, on comprendrait mieux ce qui est à l'origine des intelligences les plus complexes. D'un autre côté, on a remarqué que les tumeurs forment un système vasculaire qui fait penser à celui du blob. Son étude pourrait donc faire avancer la lutte contre le cancer. Le Physarum se nourrit aussi de bactéries et de champignons et sécrète pour cela des antibiotiques et des antifongiques qui détruisent les champignons microscopiques ou moisissures. L'apprentissage n'est donc plus réservé à des organismes avec un cerveau. Le blob est certes un organisme unicellulaire, mais il présente une multitude de noyaux, c'est-à-dire qu'il a plein de copies de son matériel génétique. Du coup, quand on le coupe en deux, chaque masse aura une partie du matériel génétique qui peut fonctionner de manière autonome. Le blob pourrait donc nous permettre de découvrir de nouvelles molécules pour lutter contre nos propres maladies. Dans ce sens, la maladie du sommeil et le paludisme ont pour origine des cousins du blob. Et comme il peut s'habituer aux substances qu'il n'aime pas, il faudrait prendre cette caractéristique en compte pour ces maladies et notamment quant à leur habituation aux médicaments.